Bonjour à vous, chers auditeurs des Dragons de Stormwreak Isle. Épisode un peu particulier ce soir, puisque faute de synchronisation possible dans nos horaires, nous n'avons pas pu enregistrer l'épisode qui suit tous ensemble en même temps. J'ai donc arrangé l'aventure et la narrative pour pouvoir vous offrir une aventure en 4 temps. Bonne écoute. La dernière partie s'est terminée alors que Bélévoria est entre la vie et la mort et les kobolds se faisaient attaquer par une gigantesque créature surmontée d'un minuscule champignon. Vous étiez à vous prendre contre les kobolds, et les derniers s'affaissaient sur le sol. Dans cette grande salle avec les poutres et les colonnes qui soutiennent ce plafond de pierre, il y a plein de créatures qui jonchent le sol, dont 2 kobolds en flammes qui commencent tranquillement à s'éteindre. Et tout ce que toi tu vois avec tes yeux d'elfe, alors que la noirceur tranquillement regagne la salle. T'es au pied de la porte, tout près du grand coffre. Et tu vois ce gigantesque crabe qui arrive au bout du couloir et qui semble vous communiquer dans votre esprit par de grandes vagues de spores qui sortent de lui. Et à chaque fois qu'il s'exprime, il y a ces grands nuages de spores aussi qui tranquillement prennent la place du soufre dans la pièce. Et c'est par ces spores-là qu'il est capable de communiquer avec vous. Tu le vois, la petite poussière qui se dépose sur vous, à partir du moment où elle vous touche, elle recrée le contact avec Champy. Et ce que tu entends dans sa petite voix faible dans ton esprit, c'est la panique de voir Bélévoria entre la vie et la mort. Il y a le petit oiseau d'or qui vient se poser sur Bélévoria, qui commence à la picorer, et tandis que tu retournes les yeux vers le grand crabe et vers Champy, les kobolds faiblissent et s'éteignent. Et immédiatement, quand la noirceur reprend la place, tu vois que le crabe avance plus rapidement dans votre direction. Et Champy émet de grandes vagues, gros nuages de spores. Tu es un peu pris de panique, tu essaies de reprendre tes esprits, voir ce qui se passe autour de toi. Et tu remarques que derrière, dans le couloir, il y a une procession de plus grands myconides, de grande taille, des adultes, qui transportent sur leurs épaules une planche avec 2 grandes lances, sur laquelle trône un minuscule champignon noir, pris dans une petite pile de boue, de terre, séchée. Tu t'imagines que si un coup de vent il casse, il a l'air faible. On dirait que ça fait des millénaires que ce champignon-là a pris place dans la bouse dans laquelle il trône. Et il ballotte à chaque fois que les myconides font un pas dans la place. Les myconides s'arrêtent, Champy panique, et il y a un grand nuage de spores qui est émis par le tout petit champignon, qui remplit la pièce. Si tu essaies d'ouvrir la porte derrière toi pour te sauver, de te camoufler derrière le coffre, de remettre quelque chose devant ta bouche, oui, ça va peut-être te gagner quelques secondes, de précieuses minutes, mais au bout d'un moment, cette poussière-là t'envahit. Ça pue. Ça pue la plante morte. Quand t'as oublié ou t'as trop arrosé une plante et qu'elle se meurt dans son pot et que tu essaies de lui donner une seconde vie, c'est ce que ça sent. Ça sent pas juste le champignon, ça sent la mort, ça sent la décomposition. Tes yeux tentent d'agripper quelque chose autour de toi, Orphina. De t'ancrer dans la réalité tandis que tu sens que tes sens te quittent, les uns après les autres. Tes pieds qui touchent le sol trompent ton oreille, alors que tes pas se répercutent en écho dans une salle qui te semble de plus en plus grande. Et quand tu tournes la tête, tu vois que les images sont saccadées, comme si tu t'étais enivré au-delà de ce qu'un elfe est capable. Et tu vois là, justement les images qui ont de la difficulté à se superposer. Les colonnes deviennent immenses, le fond de la salle distordu, comme si une grande fièvre te prenait, mais t'es bien, t'es dans un état de calme. Tu cherches tes amis du regard, il n'y a plus personne sur le piédestal, il n'y a plus de coffre. Et tu vois que tes vêtements sont beaucoup plus propres, tes manches immenses. C'est comme si tu flottais dans la pièce. Et là où tes yeux pourraient tenter de retrouver ce petit champignon, tu vois juste une personne, dont tu reconnais les vêtements car ils sont similaires aux tiens, noirs et blancs. Les vêtements qui sont un exemple, ou plutôt un signe ostentatoire de ta confrérie, du lieu où tu viens, du lieu où tu as fait tes apprentissages. Et de dos, tourné à toi, il y a quelqu'un qui fait un geste que tu reconnais, un tic, qui se frotte les mains, qui tient ses paumes et qui se les masse. Ton compagnon d'aventure, ton compagnon d'études, Bartholomé. Sa grande crinière blonde qui descend en cascade bouclée sur ses épaules. Il replace une mèche, il te fait dos,
Tu ne vois pas son visage. Il est plongé dans une noirceur, mais que tu es capable de voir, qui n'est pas dangereuse ou oppressante. Et lui aussi, il flotte. Il se frotte les mains en fixant le sol, comme s'il regardait quelque chose qu'il essayait d'étudier. Que fais-tu, Orphina? Je crois que la première chose que je dirais, c'est impossible. Et je répète plusieurs fois, c'est impossible, en continuant toujours de fixer la personne qui se trouve devant moi, complètement convaincue qu'il n'y a aucune chance que ce soit Bartholomé. J'avance tout de même vers lui, mais j'aimerais qu'il ne sente pas que j'avance. J'aimerais faire le moins de bruit possible et dans ma tête, je l'évite. Donc, j'ai l'impression de ne pas faire de bruit. J'aimerais possiblement le surprendre et pas l'inverse. J'aimerais que tu fasses un jet de deception, s'il te plaît. De furtivité, pardon. Mhm. 20 naturel, 22. Oh, très bien. Tes pieds qui essayent de prendre contact avec le sol, tu vois que dans ta motion, tu es capable de marcher, mais si tu fais pas attention, tu t'élèves tranquillement dans les airs, un peu comme si tu étais en apesanteur sur la lune, et tu retombes sur le sol, tu flottes, tu planes, et tu arrives à proximité de lui. Comme au-dessus de son épaule, il semble pas du tout avoir conscience que tu es là. Et s'il avait conscience que tu es là, il semble pas prendre aucune once de son attention pour la diriger vers toi. Il est dans une contemplation profonde sur quelque chose qui est au sol. Et si tu regardes par-dessus son Mhm. épaule, tu vois que les mains qu'il est en train de se frotter, il y a une de ses mains qui n'est pas là. Ce ne sont que des tentacules semblables aux champignons que vous avez croisés plus tôt, qui font office de doigts, qui lui massent la main. Et tu vois qu'il y a une partie de son corps dénudée, ses avant-bras qui se découvrent parce que ses manches retombent, sa peau est noircie par endroits. La peau de son cou aussi semble flétrie un petit peu. Ses vêtements, maintenant que tu es plus près, sont sales. Et ce qu'il fixe au sol, c'est un amas de boue, à l'intérieur duquel semble être planté un tout petit champignon noir. Et tu l'entends murmurer à lui-même. Pourquoi? Pourquoi tant de puissance dans une chose si petite? Pourquoi tant de vision dans la mort? Hmm. Hmm. Puis il est penseur. Que fais-tu? La main qui est remplacée par des tentacules, c'est la main que j'ai retrouvée, j'imagine. Semblerait, oui. Ok. L'autre main, est-ce qu'il y a des runes dedans, comme il y avait dans la main que j'ai retrouvée? Quand tu le connaissais, il y avait des tatouages sur lui de runes, puis il disait que se faire tatouer ces runes-là allait permettre de renforcer son contrôle de la magie d'évocation, son pouvoir des arcanes, mais bon, tu lui faisais pas tout à fait confiance. Mais Mhm. il y a maintenant plein de tatouages partout, mais il semble pas y avoir des inscriptions comme dans l'autre. OK. Je crois que là, disons, je suis un petit peu au-dessus de son Ouais. épaule, puisque j'ai pris une certaine altitude. Je me pencherai vers son oreille et je chuchoterai juste, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu vois, Évidemment, j'ai Runara en tête. hmm. Tu vois qu'il se retourne vers toi, puis c'est comme si pendant un moment, il te cherchait. Tu revois son visage, les traits sont identiques au moment où tu l'as connu. Je t'invite à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 16. Excellent. Tu vois que son visage est identique justement à l'époque où tu l'as connu. Un visage un peu juvénile, plus jeune. Pourtant, ses vêtements sont usés puis sa main est manquante. Et tu comprends. Tu hallucines. Tu es plongé dans une hallucination très puissante provoquée par le champignon. Et il y a des parties qui sont créées par ton esprit, mais il y a des parties qui semblent bien réelles. Tu as un petit mouvement de recul, parce que justement, quand tu prends conscience de ça, son visage juvénile laisse place à un visage déformé, les cavités creuses à la place de ses yeux, sa bouche grande ouverte et béante, immobile. Puis tu fais juste bouger la tête, puis justement, ces images qu'on a discuté à se superposer, soudainement, tu as son visage à lui qui revient, et il est en mesure de te répondre. Elle? Elle m'a amené sur la voie du savoir.
Tu te souviens, je recherchais quelque chose, une façon de pouvoir avoir une vie aussi longue que la tienne, vaincre le temps. Eh bien, il y a sur cette île quelque chose qui nous permet d'altérer le temps, ou bien plutôt d'en profiter. Une grande tour, un grand observatoire, qui appartenait à des mages beaucoup plus puissants que nous ne le serons jamais, toi ou moi, Orphina. Je n'ai pas percé ces mystères. Puis tu vois qu'il regarde sa main de champignon, de myconide. Puis il attend dans ta direction. Puis juste un grand doigt qui s'allonge. Puis qui s'en va pour se poser sur ta poitrine. Est-ce que tu recules? Non. Mais pendant qu'il mène son doigt vers moi, je vais lui dire vois où ça t'a mené, Bartholomew, de vouloir toucher l'immortalité. Au contraire, ta fin est arrivée beaucoup plus promptement. Puis son doigt touche tes vêtements. Puis tu ressens c'est très très froid. Comme s'il y a une partie de toi qui justement quittait le confort dans lequel tu étais plongé dans cette hallucination. Puis ses yeux sont incrédules devant cette terrible nouvelle que tu lui annonces. Ma fin? Mais non. Je vis dans ton esprit, mon ami. Je vis dans ton souvenir. Et de toute façon, le temps nous manque, le temps nous presse. Nous ne sommes pas ici, encore une fois, pour débattre. Je suis ici pour te donner tout ce que je sais. Son visage se déforme, puis il reprend son apparence cadavérique. Puis la tentacule revient dans sa manche. Tu rebouges. Je vais te demander de faire de nouveau un jet de sagesse, s'il te plaît, un jet de sauvegarde. 20 sale. Wow, good job. Ouais, je m'en sens bien. Très fort. Tu reprends le contrôle, tu te remets dans un état de méditation pour tirer un maximum d'informations de ce que tu vois. Puis tu te laisses un peu justement prendre, mais par cette hallucination, mais que tu tentes de contrôler. Et son visage redevient celui que tu as connu. Puis sa main de myconide, c'est comme si les petits tentacules étaient capables, un peu à la façon d'un origami, de venir te représenter des choses. Puis tu vois apparaître un peu à la manière d'une représentation d'un théâtre de marionnettes ou de papier, une grande tour au creux de sa main, comme des îles pointues qui sortiraient de l'eau, sur lesquelles trône une grande tour détruite, en partie une ruine. Au creux de cette tour, de l'autre côté du pont de lune, il y a un observatoire, et à l'intérieur de celui-ci, un mécanisme dont je ne comprends pas encore le fonctionnement. Je crois qu'à une certaine époque, lorsqu'il était pleinement opérationnel, il se mouvait en même temps que les astres dans le ciel. Et lorsque certaines planètes, certaines étoiles étaient alignées, les mages étaient en mesure de décupler leur magie. C'est la raison pour laquelle les adorateurs de Tiamat ont réinvesti les lieux. Ils veulent utiliser ce mécanisme afin de briser l'espace-temps et de déchaîner sur cette île et sur notre côte les dangers des dragons morts de Stormbreak Isle. Mais imagine seulement, l'espace d'un instant, si tu étais en mesure, toi, de contrôler le temps. Ce que toi, avec ta vie d'elfe, une immortalité décuplée, tu seras en mesure d'apprendre, de comprendre. Au lieu de faire revenir sur Terre ces dragons, tu pourrais faire revenir de grands érudits disparus qui t'apprendraient des magies puissantes. Tu pourrais devenir la plus grande magicienne que la côte ait jamais connue, Orphina. Et d'entre nous deux, je te le concéderais désormais, tu serais véritablement la plus forte. N'as-tu pas envie? Je ne peux pas dire non à cela, bien entendu. Tu connais mon goût pour tout ce qui est ma curiosité insatiable. Mais il y a un obstacle d'envergure puisque tu n'as pas réussi à t'y rendre. J'étais sur le chemin pour m'y rendre. J'ai réussi à discuter avec les myconides qui m'ont appris que dans l'une des pièces de leur caverne, il y avait une ancienne sépulture. Le chemin vers l'observatoire a été barré par ceux qui ont vaincu les dragons. Ils savaient que l'observatoire était puissant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui a élu domicile maintenant dans cet observatoire. Quelque chose dont Runara ne veut pas parler. Mais ce n'est pas ça qui m'a tué.
Ce sont ses adorateurs, les kobolds et les sans-dragons. Puis tu vois la peur qui envahit son visage. Non! Non, s'il vous plaît, je ne suis qu'un érudit, je... Puis il tombe à genoux, au sol, puis il prend sa main, coupée. Non! S'il vous plaît, je ne peux... Puis il se prend la poitrine, puis tu vois que sa grande tunique blanche commence à être envahie d'un sang noir, séché. Il fait juste lever les yeux vers toi. Creuse sous le coffre, et tu trouveras la clé. Puis sa main, sa vraie main, prend ton pantalon, le bas de ta tunique. Si tu maîtrises le temps, ramène-moi. Et tu te retrouves seul, avec le petit champignon noir dans la boue. Tout est sombre autour de toi. Et je vais te demander pour la dernière fois de ton hallucination de faire un jet de sauvegarde de sagesse. Cette fois-ci, tu devras atteindre un 20 pour obtenir l'indice. Ouf. Et non, cette fois-ci, j'ai eu 12. De la noirceur, tu vois des grandes boules lumineuses qui semblent apparaître et tourner à toute vitesse autour de toi. Dans tous les axes, comme si elles tournaient au-dessus, en dessous, passaient à travers le sol, et que tu es au cœur de cette grande composition de sphères lumineuses qui tournent. Toi et le petit champignon. Et tu entends juste sa demande, celle de Bartholomé, qui se répète, dans une voix qui appartient de moins en moins à Bartholomé et de plus en plus à une voix semblable à celle de Champy. Ramène-moi, 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 ramène-moi. C'est que quelques secondes passent alors que tu vois que Champy, pour communiquer avec vous et pour que sa voix rejoigne vos esprits, il y a des nuages de spores qui quittent son corps. Et ces spores-là viennent remplacer le soufre qui envahissait les souterrains et la caverne. Il y a des spores de détresse qui viennent se poser sur vos vêtements et qui, du même coup, tu sais, rentrent dans votre système respiratoire. Et une fois que tu les inspires, c'est là que tu entends la voix de Champy. Et les spores sont de plus en plus nombreuses. Le grand crabe avance, les deux kobolds enflammés commencent tranquillement à s'éteindre et le noir regagne la pièce. Et pour toi, Zoran, dans la noirceur, tu perds un sens, tu perds la vue, tu ne vois plus rien. Et tu entends le bruit de des myconides qui marchent, leurs pas qui semblent frapper de façon visqueuse le sol, de façon très rythmique. Et c'est un autre de tes sens, maintenant que l'ouïe a été exploité, qui est pris d'assaut, ton odorat. Puisque l'odeur de ces spores et du soufre est remplacée par une odeur puissante, pugnace, terreuse, comme si tu avais laissé mourir une plante que tu avais trop arrosée et que tu essayais de la déterrer pour en faire quelque chose. Une odeur de mort organique qui envahit la pièce. Tes yeux commencent à piquer et tu regardes autour de toi, la seule chose qui émettait de la lumière, c'était le petit oiseau doré qui picossait le visage de Bélévoria. Tu te frottes les yeux dans l'espoir, justement, de faire disparaître cette poussière qui semble perturber ta vision. On va commencer à jouer ensemble, Jérémy. Tes yeux cherchent l'oiseau d'or, celui juché sur la poitrine de Bélévoria à côté de toi. Et il n'est plus là. Le bruit de pas rythmique disparaît. Dans cet écho immense qui se perd autour de toi, on dirait qu'il n'y a que ta respiration qui se répercute dans l'infini, dans le vide. Tu es seul. La pierre sous tes pieds est encore là, tu la sens froide. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Tu scrutes dans la noirceur autour de toi dans l'espoir de voir quelque chose. Et c'est anxiogène puisqu'il n'y a personne, ni rien. Que fais-tu, Zoran? Bélévoria! Orphina! Mère de pomme! Est-ce que j'ai une réponse? Rien, puis ta voix se perd, comme s'il était absorbé par d'innombrables couvertures épaisses.
Tu sens qu'elle se perd dans un infini, mais qui l'absorbe. Comme si dans un vortex, on aspirait ta voix. Et au loin, dans la noirceur, tu vois quelque chose. Une petite lumière, rouge, vive, qui danse. Et même si toi, tu ne te déplaces pas, cette lumière-là commence à devenir de plus en plus brillante, étincelante, à brûler. Ce qui était peut-être 1 kilomètre devient rapidement 500 mètres. Et tout à coup, tu es entouré de flammes. Il y a des flammes partout, il y a des flammes presque sous toi, comme si tu étais encerclé de grands murs de feu. Et soudainement, la noirceur laisse place à une lumière extrêmement vive. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Zoran. C'est tellement hot. En même temps, j'ai peur. C'est un D12. Oh là là. C'est un 8. 8. Non, 9, pardon. 9. Ouais. Tu comprends pas du tout ce qui se passe. Tu sais pas du tout t'es où. Mais il y a une chose dont tu es certain, même si tu as une résistance naturelle aux flammes, celle qui t'entoure ne te brûle pas. Et les flammes commencent tranquillement à se rapprocher de toi, à être oppressantes, et tu entends une voix résonner, caverneuse, que tu as entendue il y a quelques minutes à peine de l'autre côté du mur. Lâche, fuyard, trouillard, je sens ta peur. Oseras-tu me Je défier? veux juste donner un coup de hache à travers les flammes autour de moi. Excellent. Tu fends les flammes, puis tu vois que ça déplace une grande bourrasque d'air. Puis dans ton mouvement, tu remarques que sur tes avant-bras, sur ton corps, il y a une armure lourde, de plate, qui recouvre tes membres, qui recouvre tes jambes, tes cuisses. Et tu tends cette grande hache que tu as devant toi, que tu es habitué d'utiliser pour te combattre et pour te défendre. Et tu vois qu'elle est de plus en plus lourde, et elle laisse place à une épée, semblable à celle que tu as récoltée sur le précédent Sandragon vaincu. Ta hache n'est plus la tienne. Je vais te demander de faire un autre jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. La difficulté à atteindre est 12. Arbahamut, que se passe-t-il? Écoute, ça va être 7. 7. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu essaies de voir, de toucher l'armure, voir si elle est véritable. Et tu la touches, tu la sens, tu ressens son froid, tu ressens sa lourdeur qui pèse sur tes épaules. Et tu passes ta main sur ta main, puis tu passes ta main sur tes écailles. Et tu vois que dès que tu passes ta main sur sa propre peau, c'est comme ces coussins que lorsqu'on change, en passant sa main, on change la direction et la couleur. Des écailles rouges deviennent dorées. Ah! Et en frappant dans les flammes, tu vois que les lumières commencent à éclairer ton propre corps doré. De la tête aux pieds, tes écailles ne sont plus les tiennes, ta peau ne t'appartient plus. Et tu continues à frapper comme ça dans les flammes pour tenter de trouver ce qui t'insulte. Et quand tu frappes, tu vois que les flammes plus près de toi laissent place à un spectacle immonde de l'autre côté. Une mer de gens. Des hurlements de guerre, des cris de douleur, des lames qui s'entrechoquent, les armures qui se cognent, les boucliers qui évitent les coups, qui sauvent des vies. Il y a une guerre de l'autre côté du mur de flammes. Que fais-tu, Zoran? J'arrête de frapper. Et je regarde partout autour. La respiration de Zoran s'accélère. Est-ce que les images que je vois autour de moi me rappellent quelque chose de précis? Roule un jet d'histoire, s'il te plaît. 3. Tu te jettes dans un souvenir ancien lorsque vous-même vous avez attaqué Dragon's Rest, toi et ton clan. Mais non, les gens de l'autre côté semblent trop bien armés. Vous, c'était des innocents que vous avez attaqués. Tu essaies de te souvenir des affrontements entre les clans de Sandragon, mais tu vois qu'il semble y avoir de plus petites créatures, avec des signatures d'armure, de forge, plus près des nains que des Sandragons. Leurs grandes barbes proéminentes qui luisent, enduits d'huile à la lumière des flammes. Non? Qu'est-ce que c'est? Montre-toi! Tu oses m'appeler lâche? C'est toi qui se caches derrière des illusions! Sors d'ici! Et viens affronter le fer de mon épée! Hache, épée, quoi que ce soit que tu puisses me donner.
Mes griffes seules seront nécessaires pour t'arracher la seule vie qui te reste en ce moment. Le sol tremble. Le sol tremble une deuxième fois. Puis tu vois juste de l'autre côté des flammes quelque chose qui s'élève, immense, un grand coup, serpentin, surmonté d'une tête qui pourrait être à elle seule de la taille d'un château, d'une plus grande des fortifications que tu as croisées dans ta vie, surmonté de cornes très pointues et affûtées, des rangées de dents aussi grosses que tes lames qui s'avancent vers toi, et deux grandes ailes qui s'ouvrent et qui d'un seul battement font disparaître toutes les flammes. Et là, tous tes sens sont attaqués et envahis parce qu'autour de toi, il y a, à proximité même à tes pieds, des cadavres et des corps de gens. Et tu entends des corps. Et tu vois des hordes de guerriers qui semblent foncer vers la créature, qui d'un coup de queue les repousse. Laisse partir un grand jet de flammes de sa gueule en direction des troupes à proximité de toi. T'entends des nains qui hurlent, qui crient, qui se carbonisent et qui souffrent. Que fais-tu? Quelle couleur est le dragon? Rouge, comme les flammes. Je vais me lancer en direction du dragon. Tu pars à toute vitesse, à vive allure. Tu fonces en direction de cette créature qui semble carboniser tes confrères de travail. Et juste pour soutenir cet assaut vers la mort, je nous change d'ambiance pour mettre un peu plus d'action dans tes oreilles. Tu fonces à toute vitesse, t'enjambes les corps des créatures sur le sol, t'emploignes ton épée par son grand pommeau ouvragé. Il est lourde, mais plus rien n'alourdit ou ne ralentit ta charge. Et tu pars dans sa direction. Elle va tenter d'une grande patte de t'écraser. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité ou de force, s'il te plaît. Parfait. Hey, gars, faut que je change de dé, ça n'a aucun sens. Donc, un jet de sauvegarde, right? Exact. De dextérité ou de force. Ça va être 9 en force. 9 en force. Tu places ta lame au-dessus de toi tandis que la patte t'écrase, puis de genoux fléchis, puis tu l'entends juste rire, puis sa gueule vient se placer sur le côté, et elle relève la patte, puis elle s'en va pour te mordre. Je vais te demander de faire un autre jet de sauvegarde de dextérité ou de force, s'il te plaît. Oh! 19. Très fort. Tu es capable de mouvement rapide de ta lame, de venir placer justement ta lame dans une position verticale et la gueule qui essaie de se refermer vers toi se prend sur le pommeau ou sur la pointe de la lame et la créature lâche sa prise. Tu la repousses, elle te regarde, relève la patte. Que fais-tu? Je le regarde. Charrute! Est-ce bien toi? Oui, mon fils. Rejoins-moi. Ensemble, nous pourrions causer tellement de destruction et de chaos. Incarne ta flamme. Je sais pertinemment que j'ai plus de ressources en ce moment. Zoran est à bout de... Il a utilisé sa flamme, il a utilisé tout dans les derniers événements. Je sais pas où qu'il est, mais je vais regarder autour, les gens qui se battent. Peut-être même que le temps se ralentit pendant l'espace de 2 secondes. Mon épée va se déposer tranquillement, juste rester dans mes mains, mais moins sur le qui-vive. Et le torse va se bomber, puis je vais essayer de lancer une flamme à la direction de Charrute. OK. Fais un jet de religion, s'il te plaît. Parfait. C'est un... Pardon. J'ai pas de religion. C'est un 6. 6. Tu déposes ta lame, puis tu prends une respiration. Tu commences à souffler. Et tu vois que Charrute, instinctivement, se redresse, prend son souffle aussi, puis tu vois sa gorge qui s'illumine jusqu'à s'accumuler dans sa gueule, puis il y a une petite dépression, comme si l'air était aspiré, et puis son jet de flamme va percuter le tien, et tu vois juste qu'il y a un autre jet de flamme qui accompagne ton propre souffle, et qui semble s'opposer au souffle de Charrute, et toi tu es pris littéralement entre les deux, et tu entends deux voix qui te courtisent. « Rejoins la flamme qui brûle », et une autre derrière toi qui fait juste te dire « Fais-toi confiance ». Que fais-tu? Je
Je sais pas c'est quoi la voie, mais c'est tout ce que Zoran a de besoin. Je vais me faire confiance, puis je vais essayer de pousser encore plus fort ma flamme intérieure, de brûler mes propres entrailles, puis de vouloir tout donner à l'intérieur, me jeter moi-même dans le feu pour en faire un plus grand que celui de Charut. Tu laisses tomber ta lame, puis tu fais juste te concentrer, puis pousser encore plus fort, puis il y a un hurlement qui déchire la nuit, et c'est le tien. Et tu sens prendre conscience que ton feu combiné à celui de celui qui est derrière toi combat la flamme de Charut. Et tu hurles, et tu cries à t'en époumoner, et tout disparaît. Et tu es là, seul, à brûler tout autour de toi. Et tandis que tu reprends conscience, tu brûles et tu enflammes tout ce qui t'entoure. Et tu es dans une chambre avec un puits de lumière qui descend du plafond. Et tu vois juste un serpent de flamme qui s'éteint sous ton propre souffle de feu. T'es entre la vie et la mort. Tu perds et tu prends conscience à chacune de tes respirations qui est difficile avec tes poumons compressés. Ton cœur là, bat à un rythme saccadé. Ça te ralentit, t'es mêlé. Tu vois Zoran qui te tranche en deux. Schlac! Le kobold qui vient tout juste de te poignarder pour te projeter au sol. Tu repars conscience. Tu inspires, puis tu vois et t'entends au bout du couloir, dans la pièce dans laquelle t'es tombé avec ces grands piliers de pierre, une immense créature qui commence à attaquer puis déchiqueter les kobolds. T'entends un vacarme immense. Tu perds conscience. Tu reprends conscience. Puis il y a un petit oiseau perché ici qui essaye de te picorer. Et t'entends dans ton esprit la voix de Champi au loin. Bélévoria! Et tu repars conscience. Et quand tu rouvres les yeux, t'es debout. T'as pas mal. Tu souffres pas. Tu es dans la forêt. Il y a plein d'oiseaux qui chantent autour de toi. T'as une brise fraîche sur ton visage. Puis t'es en plein milieu d'une forêt assez dense. Et il y a plein de sentiers autour de toi. Que fais-tu, Bélévoria? Est-ce que j'ai des sensations physiques de l'endroit? Est-ce que je sens l'air autour de moi? Est-ce que Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour essayer de confirmer ça? Est-ce que tu mettrais du j'enlève sable dans mon tes armure? mains? Si j'ai mon armure sur le dos, j'enlève mon armure lourde. Ah, parfait. Tu commences tranquillement à enlever les sangles, puis justement cette sensation, cette impression-là de tout doit aller vite, de pression, est comme disparue. Tu es lente, tu apprécies le moment, puis tu défais ton gros plastron que tu déposes, ce qui te cintrait à la taille, tes grèves, tes avant-bras. Tu déposes au pied d'un arbre. Ah, puis là, tu es beaucoup plus légère, puis tu sens que la sueur là, sur tes vêtements, c'est quand même frais autour de toi. T'as froid, OK. un peu, mais t'es bien. Ouais. Je... je me... Juste le mot en anglais, fait que ça va m'aider. Wander. Je Tu me erres. Oui, je erre un peu dans la forêt. Euh, je sais que Martha Martha-Mort. Mort, oui, tu vois. Bon, est le dieu des nomades pour les nains est souvent vénéré. Les clercs, pour la plupart du même, vivent justement en forêt. Puis ça erre dans les sentiers autour des villages nains. Donc, je pense que je me sens près de Martha-Mort, même si c'est pas la voie que moi j'ai choisie pour le vénérer. Mhm. Je vais t'inviter à Je faire... sens que je suis là, ouais. Je vais t'inviter à faire un jeu de religion, s'il te plaît. Bélévoria. Ça continue, je suis à 4. Au total, avec ton Total. modificateur de religion? Parfait. Tu prends un des sentiers, puis tu marches comme ça. Tu montes une côte, une petite colline. Juste, pas une grande côte abrupte, là. T'es capable d'apprécier le travail, mais plus tu avances, plus c'est difficile pour toi. Puis au bout d'un moment, ça paye, comme dans les bonnes randonnées. T'arrives à un faux plat, un petit plateau, dégagé, quelques arbres qui n'ont pas poussé, puis t'as une bonne vue d'ensemble sur une immense forêt. Tu vois plein d'oiseaux, un oiseau de proie qui circule en cercle autour de toi, plus loin, c'est-à-dire, excuse-moi. T'es bien, t'es calme.
Est-ce que tu prends un moment pour respirer ou tu continues à avancer dans le sentier? Je... Je pense que je profiterais, si j'ai le moindre souvenir de ce qui vient de se passer dans mon corps ou dans ma tête, je profiterais pour prendre une grande respiration de l'air pur autour de moi, puis je continuerai ma marche. Tu prends une bonne inspiration pour te remplir les poumons. Je vais te demander de faire un deuxième jet de religion, Oui. s'il te plaît. Religion toujours. 15. 15. Tu prends une bonne inspiration, puis l'air est tellement frais que tu t'étouffes un petit peu, tu te raques la gorge, ajustes tes vêtements, puis tu continues à marcher. Puis au moment où tu t'en vas pour reprendre le sentier, tu vois un petit oiseau d'or qui serpente, puis qui s'en va dans l'un des sentiers. Est-ce que tu presses le pas pour essayer de le rattraper, ou est-ce que tu le laisses suivre sa route, puis toi, tu continues à ton rythme? J'irai dans sa direction. Si je marcherais d'un bon pas sans tomber dans la course pour le suivre. OK. Tu marches d'un bon pas, puis tu vois qu'au bout d'un moment, tes pensées s'égarent, dans la mesure où l'oiseau quitte tes préoccupations tellement il y a d'autres espèces autour de toi. Puis impossible pour toi à cette vitesse-ci d'essayer de le rattraper. Puis tu commences à attarder ton attention sur autre chose autour de toi. Ta respiration est de plus en plus calme, contrôlée. Et au bout d'un sentier, plutôt que ton attention et ton regard se posent sur l'oiseau d'or, il y a un marcheur qui marche dans ta direction. Une grande cape sur les épaules, un gros sac à dos, des bottes épaisses de fourrure attachées avec des lacets. Il doit avoir chaud, mais il a le torse un peu dégagé avec une petite tunique fraîche, puis il marche dans ta direction, une grosse barbe. Il marche vers toi. Tu marches dans sa direction. Quelle est ta réaction, Bélévaire? De quelle espèce? C'est un nain. C'est Ok. un membre de la Ligue des Petits Êtres, évidemment. Ok. Je marcherai vers lui cordialement. Bellevaria, elle n'a pas l'habitude d'être non plus fermée aux autres, là. Mais bien le bonjour, l'ami. La route vous est bonne? Puis il fait juste pointer vers le ciel. Tout comme le soleil. Vous êtes perdu? Nous sommes-nous vraiment perdus lorsque nous errons dans une forêt? C'est bien vu. Puis il s'en va pour continuer passer à côté de toi, puis avancer. Est-ce que tu te retiens pour une question ou tu continues à marcher? Puis-je savoir où vos pas vous mènent? Devant. C'est bien. Vous allez découvrir ce qui se cache devant vous. Mais je marche seul. Puis il va pointer en bas de la colline. Puis il va te pointer, tu vois le petit oiseau d'or qui est perché sur une branche. De là où il vient. Si vous avez envie de marcher avec quelqu'un, vous remontez la colline avec moi ou vous descendez avec le petit oiseau. Est-ce que... Est-ce que il ressemble à l'image qu'on se fait de Martha Mortuain? Ben, roule un jet de religion. OK. Ce sera le jeu ultime de ta... 19. Très fort. J'augmente. Non. Au Non, premier ok. regard, non. Mais au final, tu as un petit sourire, puis ça te confirme que oui. Puisque Ok. oui, une représentation physique de lui, ça pourrait exister, mais il est tout ce qu'il y a de plus typique d'être un marcheur dans un Ok. sentier. Si vous me donnez le choix entre descendre, voir l'oiseau, et continuer ma route vers le haut, je vous dirais que je préfère de continuer d'errer plutôt que de devenir une pièce dans un trésor d'un dieu qui n'a que faire de ses fidèles. Puis un moment d'hésitation. Et dans quelle direction est-ce que tu orientes tes pas? Si
Puis-je vous demander un conseil, l'ami? Bien sûr. Vous semblez être un marcheur expérimenté. Peut-être connaissez-vous le sentier qui me permettrait de retrouver le chemin vers mes amis. Je crois qu'ils ont besoin de moi. Et vous avez probablement besoin d'eux aussi. Venez, Assurément. ils sont juste en haut. Puis il te prend par l'épaule. Non. Puis Ouais. vous remontez la pente. Tu reviens exactement de là où tu proviens. Tu reviens sur tes pas, mais avec lui. Puis tu retournes sur cette espèce de plateau. Pendant la marche, oui, vous échangez peut-être quelques petites informations, il te pointe des choses, mais rien de significatif. Et tandis que tu arrives en haut sur le plateau, tu vois un tout petit champignon noir posé exactement sur la pierre, là où tantôt tu étais seul. Et autour de toi, les feuilles dans les arbres semblent s'effriter. Puis l'horizon se fane, se rapproche de toi. Les arbres. Toujours, tu es avec ce marcheur à côté de toi. Et c'est comme si ta vision se projetait à des milles et à des milles, puis tu sens le tonnerre qui gronde dans le ciel, puis les éclairs qui commencent à s'abattre. Tu n'es plus au-dessus d'une forêt, tu es au-dessus de l'eau. Et tu vois une espèce de petit archipel, quelques colonnes de pierre, d'îles, une presqu'île à la limite d'une plus grande parcelle de terre. Puis ça zoome à une vitesse très très grande, tandis que tu te ramasses dans des ruines. Puis tu vois juste des grandes sphères qui tournent. Comme si tu étais dans une immense construction arcanique. Tu vois, il y a des axes et tu remarques que tes amis sont autour de toi. Ils tendent tous la main dans ta direction. Et le petit champignon s'agite. Et t'entends la voix de Champi. « Bélévoria! » Les spores émanent de ce petit champignon noir. Puis envahissent la salle. Une toute petite chose qui extirpe immensément de pollen. Toi, plus que tu es à proximité, puisque tu es près d'une colonne, dans la salle à tendre tes pièges, tu es aspergé de plein fouet de cette poudre. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, Gizmédon. Est-ce qu'on la voit, cette poudre-là, ou est-ce que c'est visible à l'œil nu? Comme il n'y a pas trop de lumière dans la pièce, tu vois pas comme la poudre très très claire, mais elle est physique, tangible. Vraiment comme du pollen. Okay, fait que je suis vraiment comme genre... Comme si genre justement j'étais assailli. Ouais, c'est ça exactement. T'as dit sagesse? Constitution, d'abord. Constitution? Ah, bon, c'est mieux un peu. Ça va donner quand même 12. 12. Tu commences à respirer plus difficilement, puis tu tousses, puis tu t'étouffes devant les pollens. Tu mets ta main sur la colonne pour essayer de reprendre ton souffle. Tes yeux s'embrouillent. Tu les frottes, tu essaies de tourner autour de toi. Puis quand tu rouvres les yeux, t'es plus dans la salle. Tes yeux se portent sur un grand sentier qui monte sur une montagne. Puis tu vois cette montagne-là, là, ça pousse devant toi. Là. Puis des fois, quand tu bouges, c'est comme une image en kaléidoscope en 3D. Là. Dans certains angles, on dirait que tu vois encore les myconides puis la civière. Puis tu titubes, puis t'avances, puis soudainement, il n'y a plus aucun contact avec là où tu viens. T'es pris dans ce mirage dans ton esprit. Et tout ce que tu vois, c'est la grande montagne et la plage de sable de laquelle vous êtes arrivé au tout début de cette aventure, là où tu t'es échoué en navire. Mais il n'y a pas personne d'autre. T'es tout seul. Est-ce que ça donne l'impression comme si je venais de me réveiller du naufrage puis tout ce qu'on venait de vivre, c'était juste comme dans ma tête? Assurément. On pourrait dire que ça tente. Probablement que genre, est-ce que je suis comme mouillé? Est-ce que je suis trempe? Tu touches tes vêtements puis t'es pas du tout trempe. T'es bien portant. Puis tandis que tu touches tes vêtements puis tu te regardes, il y a quelque chose qui dit que tu t'as pas halluciné tout ce que tu as vécu. Parce que à ta main, ton pouce est un gros pouce de dragon, de lézard. Ok. Fait que probablement que pendant quelques secondes, je suis comme un peu soulagé de la situation, mais je touche mon linge, puis je suis comme genre, ce n'était que... Puis là, je vois mon gros pouce dégueu là, avec genre l'espèce de griffure au bout, puis je suis juste comme, ah, ce n'était pas mon imagination. Puis je commence à, Orphina, Bélévoria, l'autre qui vient de nous rejoindre. Zoran.
Non, je sais, je suis juste comme. Ça fait pas longtemps que je le connais. Je suis. Puis Est-ce tu que vois quelqu'un est là? ta voix se répercute en écho sur cette espèce de sentier rocailleux de pierre. Puis la montagne s'agite puis bouge. Puis tu te souviens, le sentier était fait dans la forme d'une grande queue de dragon qui débouchait au sommet de la montagne par ce temple qui était un peu comme la tête d'un grand dragon. Tu vois que Ouais. soudainement, ça commence tranquillement à comme reprendre forme. Un peu comme le dragon de pierre sculpté que vous avez vu dans la pièce d'où vous provenez, Ouais. dans la vraie réalité. Et tu vois juste au centre de sa grande gueule, tu vois comme une personne qui marche, une immense robe blanche qui vole au vent, fouettée par les rafales de vent, et elle semble tenir quelque chose dans sa main. Je vais te demander de faire un jet de perception, Gizmédon. Oh, c'est quand même bon, ça. Ça va donner 17. Elle tient un pouce. Tu reconnais Runara qui tient dans sa main un pouce. Puis elle se retourne dans l'espèce de temple, puis elle se met à rire. Puis son rire se répercute en écho. Est-ce que tu montes dans la direction de Runara? Oui. Est-ce que. Ça, je veux dire. En même temps, je suis pas le plus fin des fous, mais je suis pas non plus comme si brillant que ça. Mais est-ce que ça a l'air d'être un pouce d'Alflin qu'elle a dans les mains? Ou c'est Non, genre le c'est ton pouf pouce. que c'est mon C'est pouce, ton ok. Fait pouce. que je suis probablement comme genre. Hé, vous là-bas, là, vous. Je pense que vous avez quelque chose qui m'appartient. Puis je commence à monter comme en sa direction. Parfait. Tu montes dans sa direction, puis tu cours un peu sur le sentier, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas de kobold, il Il n'y a pas de kobold, il n'y a pas personne. Puis tandis que tu arrives, tu te souviens, il y a un coude, puis il y a une petite remise. Là où se tient la grande guerrière avec sa jambe de métal et le treuil qui permet de descendre des choses vers la Ouais. plage. Varnot. Tu arrives à la hauteur, puis tu vois que sort de cette cabane-là juste une jambe qui avance. Puis la jambe te voit, puis elle sautille à l'intérieur de la remise. Est-ce que Varnot, il manquait une jambe? Tout à fait. Elle avait une grande prothèse de métal. Mais ça semble être la jambe. Fait que tu sais, je suis genre comme. Je suis dans le royaume des membres perdus. Tu te promènes, puis tu te retournes, puis tu vois que dans la descente du sentier, de là où tu viens, il y a genre 500 kobolds qui sont tous là, puis qui hochent la tête. Mon pote, 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 mon pote. Puis c'est Mumpo. Des centaines de fois qui répètent, puis qui hochent la tête de même. Dieu Seigneur. On dirait que ça me rappelle comme vraiment une des pires cuites que j'ai dû prendre en eau profonde il y a de cela comme quelques années. Là. Puis je suis genre comme. Qu'est-ce que. Mumpo, est-ce que tu me comprends? Puis tu vois qu'ils s'arrêtent tous de parler en même temps. Puis ils marchent dans ta direction. Mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon Comme pote. pour m'attraper? Ouais. Ah non, là, par contre, j'aime pas ça. Là. Ça m'effraie beaucoup. Je vais continuer à monter en direction de où avait la voleuse de pouces. On va faire un skill challenge ensemble. Ok. Gizmédon. Parfait. Parce que quand tu te retournes, tu dois faire un premier jet pour essayer de te sauver. Tu dois essayer de faire un premier jet pour te sauver d'eux autres. Il y aura deux Mhm. autres obstacles que tu vas franchir d'ici à ce que tu puisses te rendre au temple. Ok. Qui sont encore inconnus. Ok. Alors, quelle serait la compétence que tu utiliserais pour pouvoir te sauver d'eux? Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi un peu? C'est une grande paroi de pierre, puis aussi Mhm. la petite cuisine un petit peu plus loin, et la bibliothèque dans laquelle vous êtes Ok. entré. Est-ce que dans mes souvenirs, la cuisine, elle avait des fenêtres? Il y a de toutes petites fenêtres, mais comme creusées dans le roc, comme tous les bâtiments, sauf la remise avec la jambe. Qu'est-ce que tu veux dire sauf la remise? La remise, c'est Ben, pas la connecté remise, c'est sur- comme un petit bâtiment de bois, là, parce que lui est plus proche de la colline pour avoir le treuil. Mais sinon, toutes les autres constructions sont construites dans la pierre, donc dans la montagne. OK. Ce que je vais faire, ça serait de... je vais partir à courir en direction de la remise. OK? Et mon objectif, ça va être, une fois à l'intérieur, puis là, j'imagine qu'ils vont comme vouloir me suivre par la porte, ça va être de me faufiler à travers une fenêtre en utilisant ma subtilité, puis comme passer par derrière la remise, puis continuer comme à sans être vu, Ok. hein, pendant que l'amoncellement de kobolds s'accumule dans la remise, tel un golem de kobold. là. Excellent. Tu te précipites vers la remise, puis au moment où tu rentres, puis avant de passer à travers la petite fenêtre pour ton subterfuge, tu vois qu'il y a une jambe qui est là, dans la remise, puis qui te regarde repliée sur elle-même. Puis elle fait juste sauter. Puis elle t'a revu. Mais je vais quand même te demander de faire ta compétence. Est-ce que tu voulais faire acrobatie pour passer à travers la fenêtre ou stealth, furtivité pour espérer? Oh, stealth. Mais est-ce que la jambe a l'air comme...
pas fine. Tu sais, tu dis, elle me voit que je la vois, mais ma question est bizarre, mais est-ce que je suis capable de déceler des intentions dans cette Ouais, genre? tout ce que tu vois autour de toi semble pas nécessairement être directement hostile à vouloir t'attaquer, mais plus comme s'il voulait se coller sur toi. Ben, Comme la s'il jambe, voulait ça se me dérange recoller pas-tu? sur toi. La jambe, on dirait que ça me dérange pas dans le sens. Mais qu'est-ce que tu veux dire, me recoller? C'est-tu de comme prendre une place de mes jambes? Je sais pas. Parce que je me dis, en même temps, je me dis, genre, tu sais, dans ma tête, j'essaie de comme gagner des points, là, fait que je fais comme, je vais, je vais te ramener avec moi, puis je vais prendre la jambe en dessous de mon bras. Puis je vais essayer de partir J'adore. avec. Tu prends la jambe puis tu passes à travers la fenêtre, donc jet d'acrobatie ou jet de furtivité. Ah, furtivité. Je suis Parfait. pas fou comme un fin. Et une chance que j'ai pris furtivité, parce que là, ça va me donner quand même 19. Sinon, ça aurait été beaucoup moins bon. Excellent. Tu es capable de te précipiter de l'autre côté de la petite fenêtre, puis tu sais, tu retombes vraiment sur le même lopin de terre, là. Mais puisque tout ceci est étrange, ça fonctionne. Puis tu vois juste les kobolds rentrer à l'intérieur de la remise comme si c'était une voiture de clown, là. Puis ils sont comme 700 à rentrer, à essayer de rentrer dans la remise. Puis toi, tu fais juste repasser par la fenêtre, puis t'es super subtil, puis tu les vois, puis ils sont comme « Mon pote, mon pote, mon pote ». Mais personne te voit. Tu deviens comme une ombre. Puis tu commences à longer le mur, puis il y a la cuisine d'abord dans un premier temps, qui est à côté de toi. Tandis que tu passes dans la cuisine super sombre, très peu éclairée, t'entends les bruits de quelqu'un qui travaille dans de la vaisselle, puis la voix de Tarak. Psst, 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 qui essaie de t'attirer vers ça. Et ça semble... Oh... Ça semble intéressant ce qu'il a à t'offrir. Puis tu fais juste voir qu'il ouvre un grand coffre de bois. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 14. 14. Excellent. Tu résistes. Tu te secoues l'esprit. Tu sais que la dernière fois que tu as regardé dans son coffre, ça a mal été avec Ouais, quand même. la potence dorée. Puis tu as ta jambe sous le bras, puis tu continues à grimper. Je vais te demander de faire un jet de conséquences parce que au moment. Un jet de conséquences, de compétences, pardon. Puisqu'au moment où tu passes devant la cuisine, vu que Tarak n'a pas été capable de t'attraper, il va juste commencer à sortir de la maison. Puis il est comme immense. C'est comme une ombre immense, dégueulasse. Là. Comme si un démon sortait puis il espérait t'agrapper. Non, Qu'est-ce que tu fais pour t'enfuir du démon? Tu Tu peux pas faire de furtivité. puisque Non, c'est je sais. déjà- Ouais. Je vais. Puis, tu sais, là, tu m'expliques que l'environnement demeure le même. Là. Oui, tout à fait. Du fait que ça. Puis là, il est comme. Tu dis qu'il est immensément plus grand que d'habitude. Là. Ben, plus le temps Je passe, plus il vais- grandit à l'extérieur. là. OK. Je vais tenter de me faufiler au travers des roches aux côtés on va dire des escaliers qui montent pour me perdre de sa vue. Parce que puisqu'il est grand, il a une vue d'ensemble, mais en même temps, il peut être moins précis décemment dans sa vision. Fait que je vais tenter de me faufiler avec acrobatie, en fait, cette fois-ci. Mon but, c'est plus de faire de l'acrobatie au travers des cailloux pour, on va dire, me perdre au travers des roches. Excellent. Fais ton jet d'acrobatie. Tu peux le faire avantage. Fais l'avantage. Oh! Ouais, Shit, fais une chance l'avantage que tu me dis parce ça, que ça tu allait vas être pas, aidé. Tu vas être aidé par la jambe. J'ai eu 24 grâce à l'avantage. Non, j'ai 24. eu 8. Tu t'en vas pour tomber tête première en espérant te sauver de l'ombre, puis tu vois que l'ombre tend dans sa direction. Puis puisque tu t'en vas pour tomber directement sur toi, tu fais juste mettre la jambe devant toi, puis la jambe se crinque au sol, comme si elle marchait. Puis elle te fait faire une culbute de l'autre côté. Puis tu commences à courir comme ça, avec comme une espèce de grande jambe qui te propulse, comme si tu avais une rame de canot. Puis tu bondis comme ça sur la colline, puis tu vois que l'ombre est pas capable de se rendre jusqu'à toi, puis un peu comme un Bernard l'ermite ou une créature, elle rentre à l'intérieur de son coquillage, qui est la petite cuisine. Puis tu cours, puis tu vois encore cette horde de kobolds qui montent puis qui s'en vont dans la remise, puis tout s'effondre. Puis tu vois que la terre commence à s'effondrer aussi. Puis que la montagne s'effondre sur elle-même. Et le chemin commence à s'effondrer juste derrière toi à toute vitesse. Tu dois te sauver, absolument. Sinon tu vas être aspiré dans cette coulée boueuse. Que fais-tu, Gizmédon? Ah, mon Dieu Seigneur. Je vais. Puis dans le fond, je suis quand même proche d'arriver à. Oui, tout à fait. C'est le dernier jet à réussir pour ton skill challenge. Ok. Je vais. Est-ce que. Ok, j'ai une question à poser. Est-ce que, dans le sens que tu me dis le terrain est en train de se décomposer par rapport à ce qui se déroule, mais est-ce que c'est comme si ça se décomposait parce que ça réagissait à ce que je faisais? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, le poids des kobolds a fait déclencher une avalanche, si tu veux, dans la montagne. Mais oui, tu as un impact direct sur tout ce qui se passe autour de toi. Là. Tu commences à prendre la conscience que tu hallucines. Ok. Puis est-ce que. Ok, parfait. C'est un moment où tu peux prendre contrôle de ton rêve, Gizmédon.
Tu sais? J'ai un moment que je prends le contrôle de mon rêve. Ouais, Ok. exact. Ok, check ça. Ok, check ça. Genre, là, ay, mon dieu, je stretch ça, là, pour vrai, j'étire ça avec un élastique, puis tu peux me dire si je le pète, là, ça marche pas, là. Puisque je suis conscient, comme je l'ai mentionné, on est déjà viré des brosses au profond, puis, tu sais, des trucs de chicha, là. Et en essayant de vouloir, en étant conscient que c'est mon rêve, Ouais. j'aimerais ça me convaincre que c'est pas dangereux, que j'ai aucune menace à subir et que au final, il n'y a rien de tout ça qui est tangible et réel, puis que j'ai juste à avoir confiance en moi pour réussir à accomplir ce que je veux faire parce qu'au final, justement, je le contrôle. Mais je sais que foncièrement, j'ai foutrement peur. Fait que je voudrais faire un jet de deception envers moi-même, Te mentir. me mentir, me convaincre. Ok, je trouve juste ça très très cool. Essaie de te convaincre. Ok, j'essaie de me convaincre. Eh, c'est que t'es fin parce que je me le serais pas laissé. Ça va donner 14. 14. C'est pas suffisant pour ton troisième réussite. Non, merde. Tu vois que le glissement de terrain comme s'accélère au bout d'un moment pour venir t'attraper. Puis là, t'as dépassé le moment de la bravoure et donc t'as pris trop de temps. Ça va t'agripper. Puis tu fais juste tituber puis reculer. Puis encore une fois, tu mets la jambe au sol puis tu mets ton pied à terre, Gizmédon. Puis pouf, le sable s'arrête. Puis sans nécessairement dire que t'es comme « Ok, je contrôle tout ce qui se passe », tu vois que la jambe est à côté de toi puis que c'est elle qui vient te sauver. Puis tu tournes les yeux en haut de la colline. Et le sable commence tranquillement à venir te gagner. Dès que tu tournes le dos, il Ah, je recommence à ralentit marcher, là. le Oh, glissement oui. de terrain. Je donne un bec à la jambe. Là. Ouais, c'est un petit bec à la jambe. C'est mon meilleur ami imaginaire pour l'instant. Là. Puis tu continues à grimper dans la colline. Ouais. Et tu arrives à proximité du temple. Et quand tu tournes un peu le coin pour voir cette gigantesque temple, tu te rappelles, c'est comme un grand toit qui a été sculpté dans la pierre à air ouverte, puis les colonnes du temple représenteraient un peu les crocs de ce dragon immense. Puis tu tournes le coin, puis tu vois que cette tête dans la pierre-là semble tout ce qu'il y a de plus réel. Et de grands naseaux, de ses narines pulsent un air chaud que tu vois sortir par bourrasque. Et au centre, à travers ses grandes dents pointues, t'observes sur sa langue ton pouce, Gizmédon. Comment tentes-tu de voler ton pouce? Comment je tente de voler mon pouce? Est-ce que ça fait encore partie du skill challenge que tu aurais me demander? Je te dirais que c'est pas mal ton dernier et ultime jet de dés. Ok. Je vais. Mais tu peux reprendre une des compétences que tu as déjà utilisées dans le skill Ah, challenge. ben là, ok. Ben dans ce cas-là, je vais. Je vais vraiment. En fait, je vais mettre tout mon talent dans ce que je possède pour y aller subtilement. Là. Tu sais, je vais aller de manière le plus subtile possible puis tenter de me faufiler jusqu'à ce pouce. Puis je pense que rendu là, justement, j'ai tellement développé au courant des dernières secondes qui m'ont semblé durer des années une relation avec cette jambe que je transporte que je vais comme l'utiliser un peu comme appui pour un peu, tu sais, me déplacer vraiment à la diagonale pour être sûr que je suis comme vraiment bien caché à la vue, dans le sens que je vais vraiment comme être penché, utiliser la jambe comme appui, comme si j'avais une troisième jambe, comme si j'étais un tripode. Là. Ah ouais. Puis que mes deux autres jambes sont plus vraiment écartées, donnant l'impression que je fais quasiment un peu comme si je faisais comme des push-ups sur le côté. Là. Ouais. Puis que j'utilise la jambe comme support pour pouvoir avancer subtilement en direction de ce pouce qui me manque. Puis tu vas essayer d'y aller avec la furtivité? Ah oui, définitivement. Ça, c'est ma plus grande des forces. Je ne peux pas rien faire d'autre. Et oh oui, ça donne 22. La marque à atteindre est à 19. Oh, quand même. Tu utilises ta jambe comme appui, justement, puis à travers ses dents, tu es capable de te faufiler. Un peu comme dans ces émissions étranges où il fallait épouser une forme parfaite. Là. Tandis que tu rentres avec ta jambe, on te voit comme la perfection qui s'imbrique à l'intérieur des dents. Puis tu marches comme ça, puis tu utilises la jambe pour juste ramener ton pouce, qui embarque sur le pied, puis tu le ramènes tranquillement vers toi. Puis tu te rends compte, Gizmédon, que c'est bel et bien ton pouce, tout propre, tout neuf, coupé comme à la perfection, qui est... Es-tu vivant comme la jambe? Est-ce que tu essaies de le bouger, Gizmédon? Ben oui, c'est sûr. Tu prends le pouce puis tu essaies de le bouger, puis tu vois que le pouce s'imbrique parfaitement là où ton pouce de lézard serait.
Puis comme il vient se planter au-dessus, puis t'as une douleur vive à l'intérieur de la main. Et le pouce de lézard tombe dans la gueule du dragon. Et ton pouce à toi reprend ta place. Et tu sens que la gueule s'anime. Je vais te demander de réussir 3 jets, soit d'athlétique ou d'acrobatique, pour te sauver, s'il te plaît. Ben, l'acrobatie, je vais Tu peux commencer faire à 3 fois acrobatie, c'est 12, 14, 16 que tu dois réussir. 12, 14, 16. OK. Exact. Est-ce que la jambe peut m'aider d'une quelconque manière? Parce que je Ok, l'utilise je vais te comme... donner un avantage une fois. que je peux Ok, je peux utiliser une fois. OK. Fait que si, mettons, je l'utilise une fois, c'est parce que la jambe, je l'utilise un peu comme un... tu sais, faire une espèce de front flip, tu sais, faire une bousculade vers l'avant, puis qu'elle me propulse ainsi Exact, en volant. Un exact. effet de... Un peu comme si on était une catapulte, là. Ça me lance. Un slinky. Exactement. Oui, exactement, comme un slinky. Fait que ma première acrobatie, ça va donner... tu sais quoi, tu dis la première, c'était combien? 12. J'ai eu 15. Parfait, c'est un succès. T'es capable de t'extirper, tu utilises la jambe, puis boum, vous poussez de la langue, puis tu repasses comme ça à la perfection à travers les dents de cette créature. Puis tu vois que la montagne tremble, puis il y a plein de pierres qui commencent à tomber. Puis la grande gueule du dragon se retourne vers toi, puis t'entends juste la voix lourde, punitive de Runara. Tu me l'as repris, je reprendrai tout. Puis elle commence à descendre, puis à se retourner contre toi. Puis tu vois que le chemin s'affaisse aussi. Mais tu dois descendre à vive allure de la pente, ton deuxième jet. Je crois que j'écris genre c'est mon putain de doigt, mais je vais essayer d'accord. Je vais prendre mon avantage sur tout parce que c'était pas beau. Ça va donner 23. 23. Tu réussis justement, c'est au moment où tu descends la pente que tu te rends compte que le sable, lui, commence à grimper. Puis c'est à ce moment-là que tu mets la jambe. Puis j'imagine que pour toi, dans ton rêve, c'est au ralenti aussi. Là. Tu mets la jambe, puis tu sautes par-dessus un immense cratère qui se forme dans le sol. Tu déboules, puis tu commences à descendre vers la dernière partie de la côte, vers les plages, puis tu vois que la marée monte, et tu sais que tu as une seule chose que tu peux faire, c'est te sauver par l'eau, même si tu en as peur. Puis tu vois que la montagne se retourne derrière toi. Je vais te demander ton ultime jet d'acrobatie, s'il te plaît, Gizméla. Ok. Je vais probablement tenir la jambe comme si c'était un genre de un long poteau que je tiendrais à l'horizontale devant moi. Puis en fait, ce que j'espère, c'est qu'elle a flotte. Puis je vais courir jusque l'eau. Et ça me donne... C'était combien? 16. 19. Je dis 19. Oh! OK. Gizméla, tu te précipites dans l'eau. Puis c'est super froid, puis c'est aussi qu'il y a comme un impact, bang, lourd sur toi. Mais tu vois que c'est la jambe qui te garde puis qui te flotte. Tu commences à quitter comme ça, puis à dériver à la marée, puis t'entends juste le dragon qui hurle derrière toi. Puis, d'un moment comme ça, à dériver, tu te rends compte que tu tiens encore la jambe. Puis toi, tu te voyais comme ça flotter à l'horizontale, puis il y a une vague qui t'attrape. Et c'est bel et bien une jambe que tu tiens. Mais tu es couché au sol, dans la salle où vous étiez plus tôt, la salle avec les dragons. Et c'est la jambe de Zoran que tu tiens. Et le dragon que tu entendais crier, c'est lui. Juste derrière toi, quand tu regardes tout autour, tu te rends compte que dans la pièce précédente, il y a encore ce petit champignon noir. Quel était l'objectif de ce petit champignon noir en plongeant nos aventuriers dans des délires hallucinogènes? Quelle était la part de vrai et la part de faux dans ce qu'ils ont vu et vécu? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.